Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de notre série de webinaires à destination des acteurs du capital investissement. Je suis Guillaume Bouvier, donc je suis un des associés de KEA. En quelques mots rapides peut-être pour ceux d'entre vous qui nous connaissent peu, KEA, c'est un cabinet de conseil en stratégie et de transformation d'origine française. On a 25 ans d'existence, on est un partnership indépendant de 300 consultants en France. Ce qui nous amène à peu près à la taille de Roland Berger ou de Kearney en France. On intervient sur de nombreux secteurs, en particulier celui de la santé et de l'industrie, celui des produits de consommation et du retail, celui des services B2B et celui de l'énergie, utilities et de la construction. Voilà, donc je suis en charge des activités private equity et corporate M&A pour le groupe, des activités qui sont articulées sur l'ensemble du cycle d'investissement. Donc, on travaille, sur les stratégies, Ouais. sur les stratégies de portefeuille Exactement, ouais. Avec notamment des études de segments de marché et les screenings de cibles. On travaille bien sûr sur les due diligence stratégiques, ESG, opérations et digital, avec peut-être une particularité à avoir en tête qui est notre apport d'expertise, enfin notre apport de valeur compte tenu de notre ADN qui combine à la fois une expertise sectorielle très pointue et puis une connaissance fine du processus private equity. Voilà ce qui peut peut-être nous différencier de certains acteurs comme un défi, Elekey, etc. Et pour vous donner un point de repère rapide, on a fait à peu près 25 opérations depuis le début de l'année, à peu près moitié à l'achat, moitié à la vente. Et on a un peu plus de 400 références du deal à l'achat, par exemple. Voilà. Et le dernier axe d'intervention, c'est bien sûr la mise en place la mise en œuvre des Value Creation Plans pour vos participations et pour les participations en s'appuyant sur toutes les expertises et les compétences du groupe KEA, parmi lesquelles je peux citer l'efficacité commerciale, la performance des opérations, l'IA et la data, ou encore les PMI dans les phases de build-up. Voilà, alors pourquoi cette séquence de webinaire qu'on a souhaité en effet court, concret et orienté action? Tout d'abord parce qu'on est convaincu qu'il y a des pistes de création de valeur pour vos actifs qui sont des pistes de création de valeur rapide. Et ça nous semble critique dans le contexte de marché là où les prix restent élevés et pour les participations pour lesquelles potentiellement vous avez des difficultés à sortir. Alors on en maîtrise un grand nombre chez KEA, on a l'ambition de les partager avec vous. Le pricing en est un premier, on en partagera d'autres d'ici la fin de l'année avec vous. Et la deuxième raison, c'est que nos 25 ans d'existence, d'expérience sectorielle, nous donnent une capacité d'insight sur les secteurs sur lesquels les enjeux sont importants pour le PI dans les années qui viennent. Et notre idée, là aussi, c'est de pouvoir partager ça avec vous. Donc, on en couvrira également deux dans les prochains épisodes pour lesquels on vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Pour couvrir notre thématique de ce matin, je suis entouré de 3 personnes. La première, c'est Céline Chouin, donc, qui est associée KEA, en charge du secteur consumer goods et retail, et qui est une experte assez incontournable du secteur de l'équipement de la personne. Jean-Baptiste Villain, qui est partenaire au sein de Veltis, donc qui est l'équipe data et IA de KEA. Jean-Baptiste est docteur en économie et c'est un de nos experts pricing. Et puis Patrick Richer, qui est le fondateur du cabinet Neovian, duquel on s'est rapproché en début d'année et donc qui forcément connaît très bien le secteur du private equity. Voilà. Vous aurez l'occasion de leur poser quelques questions après les interventions, en live si vous le souhaitez ou via le chat. Mais je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Céline, peut-être pour démarrer, où est-ce qu'on en est sur ce sujet des droits de douane? Alors, effectivement, le fil rouge de vos séquences, je vous invite auquel je vous invite à être fidèle, c'est la création de valeur et création de valeur rapide. On a vraiment eu envie d'avoir ce premier chapitre dédié à la question du pricing dans un contexte absolument inédit de guerre commerciale, avec évidemment des enjeux politiques cruciaux, et où maintenant, depuis près de 6 mois, je pense que la question des droits de douane, du pricing, nous anime, voire nous hante. Je pense que les 2 points majeurs qui conditionnent l'échange qu'on a avec vous ce matin, c'est évidemment de se dire qu'on est à des niveaux absolument inédits,
sachant que ces niveaux inédits, c'est pour la majorité de nos clients, des acteurs économiques qu'on peut accompagner, c'est des niveaux jamais vécus depuis 10-15 ans et qui percutent évidemment les stratégies de création de valeur, les stratégies de développement international. Et depuis 6 mois, au-delà de ce niveau, ce qui marque aussi également, c'est que ces droits de douane si stables, entre 0 et 5% depuis 10-15 ans, deviennent, comme tant d'autres paramètres, un paramètre volatile et extrêmement incertain. Si je vous donne quelques exemples, et vous voyez dans le bas du tableau un peu l'état de l'art des tarifs, que ce soit les tarifs standards, les tarifs universels HTS et puis les tarifs spécifiques, on voit bien, si je prends juste par exemple l'automobile, droit avant 2,5%, droit après 25%, mise en vigueur en 2 avril 2025, avec des projections potentielles qui sont peut-être bien plus hautes, et notamment pour d'autres activités. Alors, ce contexte, on a eu plusieurs natures de réactions. En tout cas, moi, ce que je pense absolument fondamental, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le sujet. Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui nous amène à se questionner plus profondément. Alors, pour revenir sur ces logiques de réaction rapide, qu'est-ce qu'on a pu observer? On a pu observer d'ailleurs, d'abord, au-delà des 3 natures de réaction, je pense, une vraie prudence de la part de l'ensemble des acteurs, quelle que soit l'industrie, à ne pas finalement globalement se positionner trop vite, parce que je pense que cette intégration de cette incertitude et cette volatilité, elle était très prégnante. Nous, quand on observe et puis quand on contribue à essayer de préparer ces réactions, on a 3 natures de stratégies qu'on peut identifier. La première stratégie, qui est, à mon avis, la stratégie la plus mécanique et peut-être la plus risquée, c'est cette capacité, cette volonté, en tout cas, de répercuter directement et mécaniquement la hausse des droits de douane sur les prix à l'export et en particulier sur le territoire américain. On le voit, certains se sont positionnés sur cette approche-là de manière, je dirais, relativement précise et circonscrite dans le temps, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup entendu. Ça, c'est quoi? Cette approche mécanique, elle met à risque, bien évidemment, elle met à risque sur la question de l'impact sur les volumes et cette capacité à se dire, mais jusqu'où je peux aller dans ma proposition de valeur, à répercuter cette augmentation des prix. Si je prends un segment que je connais très bien et qui semble, pour l'extérieur, peu sensible à cette augmentation de prix, qui est le luxe, même dans le luxe, et en particulier si je prends la branche maroquinerie, on a mesuré d'ores et déjà le fait que cette répercussion mécanique sur des produits de type sac qui n'ont cessé de monter depuis ces 3-4 dernières années, on voit en termes de modélisation que même sur un marché américain privilégié, sur une cible ultra privilégiée, sur des produits qui semblent peu sensibles, on voit que même cette stratégie-là a des limites. La deuxième stratégie, c'est la réduction de voilure, et je pense en particulier à certains acteurs industriels, mais également toute la filière vin et spiritueux. On a eu des annonces presque en anticipation de contraction, avec des annonces de potentiellement jusqu'à des réductions de vignobles, parce qu'on voit bien que l'assèchement potentiel lié à une augmentation des prix sur un marché aussi porteur que le marché US impliquait irrémédiablement un recompactage. Avant de parler de redéploiement, en tout cas, la première action, ça a été un recompactage du modèle économique pour réduire les coûts, au même titre que la réduction des volumes allait impliquer une réduction du chiffre d'affaires. Et puis, il y a une troisième voie, et sans surprise pour vous, je pense, c'est une voie qu'on explore et c'est une voie qu'on recommande. C'est cette capacité, finalement, à intégrer cette situation absolument hors norme depuis plus d'une décennie, comme un élément supplémentaire d'une forme d'imprévisibilité, et de pousser nos dirigeants, leurs actionnaires et leurs équipes à développer, au-delà d'un état d'esprit, de développer une vraie capacité à transformer leur modèle économique, générateur de valeur, dans une logique de modèle antifragile. Alors, cette notion d'antifragilité, elle nous plaît, on l'observe, on l'analyse, on la modélise et on la recommande dans la façon de transformer les actifs. Et cette notion d'antifragilité, elle est viscéralement associée à cette idée de pouvoir intégrer dans la façon de définir un cap stratégique et de le mettre en œuvre, cette capacité à intégrer des paramètres, voire des paradigmes d'une autre nature que des paramètres, j'ai envie de dire, classiques d'un
d'une réflexion de création de valeur que sont le marché, les concurrents et la qualité de la proposition de valeur. Ces paramètres, ils sont au nombre de 5 et vous allez voir, je fais le lien avec ce contexte des droits de douane et puis j'amène le zoom sur le pricing dans un instant. Vous pouvez les retenir parce qu'on les résume sous forme d'acronymes. Ce sont les REITs. C'est cette capacité à pouvoir jouer avec de nouveaux paramètres que sont la raréfaction des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles et en termes de compétences. Cette capacité à aller beaucoup plus loin dans l'intégration de l'imprévisibilité. Et je pense qu'honnêtement, je défie quiconque d'avoir fait des business plans depuis ces 3 dernières années en intégrant ce type d'impact des droits de douane sur le marché américain. Le T, lié naturellement à la question des technos. Le E, qui est cette capacité à pouvoir ouvrir le jeu et de travailler en écosystème. On le voit notamment dans l'alimentaire. Hein, c'est une voie absolument incontournable pour travailler les filières. Et puis le S, cette question relative à la souveraineté, une souveraineté qui permet de re-questionner notamment le rayonnement sur des géographies proches pour développer des marchés. Donc, ces droits de douane imprévisibles, volatiles, ça fait partie à plein de ces paramètres antifragiles. Alors, cette logique antifragilité, si je la remets dans notre contexte de droit de douane, ça veut dire quoi à minima, dans une logique de sucre rapide? C'est de pouvoir jouer à plein des leviers que nous avons en main, que vos dirigeants ont en main, ou vos prospects ont en main, pour tenir la valeur, voire se redéployer en termes de création de valeur. Si je regarde ça au niveau de l'offre, ces droits de douane, elles impactent les modèles commerciaux, elles impactent l'offre. Nous, on le voit aujourd'hui, pour se redéployer et repenser les stratégies sur le marché US, on a sur le plan de l'offre des vrais sujets de structure, de rapport à la construction de l'offre dans son stretch de prix, et puis dans sa nature profonde. Et puis, il y a cette question du prix. Et ça nous semblait extrêmement intéressant pour vous de rentrer vraiment en profondeur avec Jean-Baptiste sur cette question du prix, parce que notre conviction profonde, c'est que cette question de l'optimisation du pricing, c'est un sujet récurrent, avec une percussion actuelle qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle est source de gains. Jean-Baptiste, c'est à toi. Et l'avantage du prix, c'est que c'est facile à changer. D'un point de vue opérationnel, c'est un levier fort parce que c'est plus facile de changer un prix que de réussir à réduire des coûts fixes ou des coûts variables. L'autre point qui fait que ça peut être optimisé, c'est qu'il y a tout un tas de biais cognitifs en général associés aux questions de prix et qu'on voit beaucoup avec nos clients. Souvent, on a une surpondération des volumes associés au prix faible. Donc, une tendance à penser que le prix faible va permettre de vendre beaucoup plus que ce que ça permet de faire. De la même façon, une surpondération du risque associé à une hausse de prix. Alors, en fait, il y a tout un tas de produits où les élasticités de prix restent faibles et où c'est possible d'augmenter le prix sans tailler trop dans les ventes. Ça, c'est des biais cognitifs qu'on retrouve très souvent, en fait, quand on confronte un peu les intuitions initiales à la réalité des données. Bien sûr, hein, il y a toujours de l'élasticité prix, hein, je ne suis pas en train de dire que tout est inélastique. L'autre biais qui revient souvent, c'est souvent une tendance à raisonner à partir d'un ou deux exemples de produits ou de géographie et d'extrapoler ça à l'ensemble de la production, là où encore une fois, d'un produit à l'autre, les sensibilités, les élasticités prix vont être différentes et donc il faut une approche un peu sur mesure par produit et raisonner vraiment dans l'ensemble et pas seulement à partir de cas particuliers. Donc ces différents biais font que souvent le pricing est sous-optimisé. Alors, de façon générale, et là c'est d'autant plus prégnant dans le contexte actuel des droits de douane volatiles et très, très hauts dont parlait Céline. Donc l'enjeu et notre façon de prendre le sujet, c'est de retrouver le vrai effet du prix, donc purger de ces biais cognitifs. Et donc le vrai effet du prix, c'est de combien bougent les ventes quand le prix augmente. Et donc de réussir à neutraliser tous les autres facteurs qui peuvent affecter sur le prix. Les autres politiques commerciales en cours, des événements météo, enfin tout un tas de choses qui peuvent jouer selon les marchés, selon les secteurs, qui peuvent faire bouger les ventes, en fait les neutraliser pour retrouver le vrai effet du prix, donc neutraliser des biais et des autres facteurs qui l'impactent. C'est un gros travail en fait de retrouver ces élasticités prix et ce vrai effet du prix. Et donc, c'est un travail qu'on mène quand il y a des grosses ambitions de gains. Donc, l'ambition de gain, c'est 10% de marge. Alors,
sur les dossiers avant droit de douane, 10% entre avant-après. Là, dans le contexte droit de douane, 10% versus pas de réaction aux variations de droit de douane. Donc voilà. Et donc, donc on mène ces projets depuis une dizaine d'années, Veltis et Kea main dans la main, et avec des très belles réussites, justement parce que souvent le pricing n'est pas suffisamment optimisé et qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. Si je rentre un peu dans le comment on fait ça, enfin comment on retrouve ce vrai effet du prix, on a différentes étapes. La première étape, c'est une étape plutôt sur les données et la structuration des données. Évidemment, il faut retrouver les données sur les ventes, le prix, les chiffres d'affaires, les stocks. Voilà, il y a toute une consolidation, une structuration des données à faire qui est pas forcément la partie la plus intéressante, mais qui est essentielle. Et dans un projet data, on a tendance à dire que c'est 80% du temps qui est passé à la préparation et la structuration des données et 20% sur l'analyse et la modélisation. Donc ça, c'est évidemment fondamental d'avoir des bonnes données pour pouvoir optimiser le pricing derrière. Donc il y a à chaque fois un gros travail là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises, là, se sont quand même beaucoup structurées au cours des dernières années sur les données. Donc par rapport à il y a 10-15 ans, les données sont beaucoup plus propres et donc beaucoup plus efficaces. Malgré tout, il y a toujours un gros travail à faire. Par exemple, il faut recouper ça avec des données externes qui ne sont pas forcément dans les entreprises. Donc voilà, un gros travail de mettre toutes les données dont on va avoir besoin. La deuxième partie, c'est une modélisation économétrique, et c'est ce dont je parlais de retrouver le vrai effet du prix. On va regarder comment les ventes évoluent quand le prix bouge, et en neutralisant tous les autres facteurs qui peuvent impacter le prix. Ça, nous, on ne le fait pas à partir d'ABAC ou d'ordre de grandeur sur les marchés ou sur les secteurs. Bien sûr, on regarde ça, mais on part directement aussi des données des clients pour avoir les élasticités prix sur ces produits, sur ces géographies. Et ça prend pas mal de temps, et là, on utilise pas mal notre passé de chercheur chez Veltis, parce que c'est des questions classiques de microéconomie et d'économétrie. Une fois qu'on est capable d'avoir les élasticités prix, on va pouvoir dire, OK, pour chaque produit, pour chaque prix, voilà combien on va réussir à en vendre au prix de 100, 110, 120, 130, aux différents niveaux de prix. Donc à chaque niveau de prix, on aura une prédiction des ventes, et donc une fois qu'on a la prédiction des ventes, aussi du chiffre d'affaires, de la marge, etc. Derrière, on peut donc optimiser. Donc là, il y a une partie mathématique de se dire chaque produit, à quel prix est-ce qu'on va le mettre. Mais cette optimisation, il y a une partie mathématique, mais c'est aussi une partie très métier et très objectif de la direction générale de ce qu'ils veulent faire. Est-ce que c'est plutôt de l'écoulement? Est-ce que c'est plutôt de la marge? Et il n'y a pas une optimisation qui sera meilleure que les autres pour satisfaire chacun des objectifs. Ça dépendra des objectifs. Donc c'est essentiel de bien définir les objectifs, et en fonction, l'optimisation ne sera pas la même. Si c'est vraiment de la marge et que l'écoulement est un objectif secondaire, on va avoir tendance à plus augmenter les prix que si on est dans un objectif d'écoulement. Et donc tout ça, in fine, crée de la valeur. Il y a une autre étape là qu'on n'a pas mis dans le schéma, et notamment en B2B, c'est derrière, une fois qu'il y a les recommandations de prix, comment s'assurer qu'elles sont bien mises en place sur le terrain, parce qu'il peut y avoir tout un tas de couches. Et donc il y a un vrai sujet au-delà du sujet technique et data sur les prix, il y a un vrai sujet de transformation. Et donc voilà, donc tout ça crée de la valeur. On le travaille, nous, à une maille produit, croix pays, parce que, encore une fois, les produits seront plus ou moins sensibles aux variations de prix, plus ou moins solides ou fragiles, et pareil sur les géographies. Et donc l'idée, c'est bien d'augmenter les prix sur les produits relativement inélastiques ou peu élastiques, et de pas trop augmenter les prix sur les produits qui sont très sensibles, parce que, par exemple, il y a une forte concurrence. Et si on se remet dans le contexte des droits de douane, c'est la même logique, hein, c'est répercuter fortement les droits de douane sur les produits plutôt inélastiques, et pas trop les répercuter sur les autres.
Moi, je pense que par rapport à ce type d'approche et objectivement, l'enjeu de ce matin, c'était aussi de vous faire vivre un peu l'approche méthodologique et dans quelle mesure la data, l'économétrie sert cette question d'une stratégie pricing stigmatisée par le contexte. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dans cette logique-là. Moi, ce que je retiens des opérations qu'on a pu mener, en tout cas sur différentes industries, c'est accessibilité, création de valeur et différenciation. L'accessibilité, et Jean-Baptiste le soulignait, mais je pense que c'est important, c'est quelle que soit l'industrie, la taille de l'actif, ETI ou grosse structure, quel que soit l'infra-technologique et la structure technologique, ce sont des projets qui sont activables facilement et auprès des directions d'offres, directions financières. Il n'y a aucune barrière à l'activation de ce type de projet dans les entreprises. Nous, on a un cas très précis d'une structure de 100 millions d'euros sans support technique très très fort et avec qui on a pu mener cette opération de manière absolument incroyable. La deuxième chose, c'est la création de valeur. Je pense que Guillaume, tu avais cette sensibilité à faire que ce petit déjeuner soit sur un fil rouge qui est la création de valeur. Sur ces sujets-là, on a une création de valeur accessible rapidement, mais aussi une création de valeur pérenne. Et je pense que Jean-Baptiste insiste beaucoup, c'est une façon de créer pour les équipes des logiques de réflexion et d'aide à la prise de décision beaucoup plus fines sur des questions de pricing où on est encore dans beaucoup d'industries d'acteurs sur des logiques de coef moyennisants et qui enfin, sont des poches en tout cas de croissance. Et puis le dernier mot, enfin en tout cas moi ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, et je pense que c'est le mot-clé de cette approche-là, c'est la notion de différenciation. C'est-à-dire qu'aller chercher des points de chiffre d'affaires, aller chercher des points de marge, inéluctablement, et je veux dire avant même cette période de volatilité des droits de douane, on voyait bien que fondamentalement, la réussite de la création de valeur dans des contextes très sous tension, c'est d'aller chercher des poches de croissance par la différenciation sur les structures d'offres, sur les structures de prix. Et je pense que c'est ça la puissance, en tout cas, de ces approches-là, c'est optimiser dans une logique de progrès continu, être capable d'aller chercher des gains rapides et créer les conditions d'une réflexion. Et on le voit bien, nous, dans les cas d'application, où on va différencier les approches. Si je prends l'analogie avec le secteur, par exemple, de l'équipement de la maison de la personne, dans des structures de collection pléthorique, c'est d'aller créer, en fonction des catégories de produits, des réflexions de pricing beaucoup plus différenciées d'une saison à l'autre, d'une catégorie de produits à l'autre. Peut-être, la question, Jean-Baptiste, c'était aussi comment on se projette et comment on peut vous donner aussi quelques grilles de lecture sur peut-être la façon de voir le degré de sensibilité de vos actifs, actuels ou futurs, à cette question du prix. Donc on a notre grille d'analyse, et donc pour voir là où il y aura le plus d'impact du pricing et où ça vaut le plus le coup en fait dans les portefeuilles, de travailler, d'optimiser le pricing. Donc il y a des facteurs contextuels, des facteurs métiers et des facteurs techniques. Donc sur les facteurs contextuels, le premier, c'est celui qui nous anime aujourd'hui, c'est les droits de douane. À quel point l'entreprise est sensible à la volatilité et à l'augmentation des droits de douane. Donc ça va dépendre du secteur, mais surtout de la répartition géographique de l'activité, et notamment de la part de marché aux États-Unis. Donc ça, évidemment, plus il y a d'exposition, plus ça vaudra le coup de travailler le pricing. Un autre facteur contextuel qui revient souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, c'est un contexte où les matières premières ou les intrants, le prix des matières premières ou des intrants augmente. Ça, nous, on l'a beaucoup vécu ces 3 dernières années, bien évidemment. Donc, on travaille vraiment ces questions de refondation, de construction de marge et de pricing, compte tenu des effets d'inflation massive sur quelques secteurs directement impactés par les augmentations de coûts de matières premières. Typiquement le cacao. Le cacao, voilà. Et donc là, la question, c'est un peu comme sur les droits de douane, c'est comment est-ce que je vais être capable de répercuter la hausse des coûts de mes intrants sur le prix final consommateur. Donc c'est vraiment un peu une même logique de répercussion où on est pris par le contexte et il y a un changement en amont de la chaîne, et donc c'est comment est-ce que je réagis pour bien le prendre en compte et pas trop tailler sur les marges. Le deuxième facteur, c'est que
c'est un facteur métier qui est crucial, c'est qu'en fait, la question du pricing, elle a tendance à toucher tout un tas de directions dans l'entreprise. À la fois la direction générale, la direction marketing, la direction de l'offre, la direction financière aussi. Et donc, il y a beaucoup de gens souvent impliqués dans cette question du pricing, et potentiellement, il peut y avoir aussi des incitations différentes entre les différents niveaux. Et donc ça, plus il y a d'incitations différentes, plus il y a des chances qu'il y a un problème d'optimisation. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à aligner tout le monde et à mettre les bonnes incitations. Deuxième facteur, c'est à quel point est-ce qu'on reproduit en année N ce qui s'est passé en année N-1 sans trop de retours d'expérience factualisés et exhaustifs. Donc voilà, à quel point est-ce qu'on reprend ce qui a été fait pour le challenger. Autre point surtout important dans le B2B, c'est parfois le pricing est difficile à lire. Il peut y avoir tout un tas de couches, de remises, etc. Voilà. Plus c'est illisible, plus il y a des chances que ce soit sous-optimal à certains endroits. Donc, quand c'est illisible, c'est pas mal de le retravailler. Il y aura des couches très efficaces et des couches moins efficaces. Dernière catégorie, c'est des facteurs techniques. Donc, à quel point la data est utilisée dans la prise de décision sur le pricing. Est-ce que c'est vraiment plutôt à l'intuition ou est-ce que c'est éclairé par la data? Si c'est pas éclairé par la data, il y a des chances de pouvoir aller gagner des sucres rapides. Et autre facteur technique, c'est le nombre de références et de facteurs qui déterminent le prix. Si vous avez des milliers de références et un prix qui va dépendre de tout un tas de facteurs, bah là, la modélisation économétrique va être d'autant plus puissante parce qu'elle va être capable de faire ce qui est difficile de faire avec des analyses statistiques plus simples. Donc voilà, ça c'est un peu notre grille d'analyse sur le pricing pour cibler un peu les organisations où ça a le plus de sens de le travailler, parce que c'est là où ça aura le plus d'impact. Merci JB, merci Céline. Peut-être, Patrick, on évoque là pas mal le fait d'optimiser le pricing dans le contexte actuel, notamment des droits de douane avec des impacts assez rapides sur les entreprises qui sont en portefeuille. Ton avis peut-être sur le fait que c'est un sujet aussi à ouvrir et à aborder dans le cadre des transactions et des due deals. Qu'est-ce que tu en penses peut-être sur ce sujet-là? Ah, j'ai l'impression qu'il est figé. Patrick? Oui, non, j'entends bien. Je pense qu'effectivement, selon les situations, c'est une problématique qu'il est intéressante d'essayer d'aborder dès la due deal. Enfin, tous les gens qui sont autour de l'écran et qui en font, qui sont sur des opérations d'investissement connaissent les contraintes d'accès à l'information qui sont en data room et de timing. Mais je pense que dès la due deal, il est effectivement possible de commencer à poser les jalons de ce type de réflexion, quitte à la finaliser une fois l'investissement réalisé. Je pense qu'aujourd'hui, pour les fonds d'investissement, une problématique importante, c'est d'être capable de mettre le prix le plus juste sur l'actif. Les actifs sont très très bataillés, surtout quand ils sont de bonne qualité. Les prix ont baissé, mais les multiples sont quand même très élevés. Donc la capacité à voir qu'il y a un potentiel de création de valeur par un ajustement du pricing une fois l'investissement réalisé est un levier de création de valeur important. Et si le fonds est capable, dès la due diligence, d'en faire l'assessment, il est peut-être capable de mettre le demi-tour de multiple de plus qui lui permettra de gagner le deal et tout en faisant une performance tout à fait positive. Donc, je pense il faut avoir le réflexe dès la due deal de voir dans quelle mesure ce type de réflexion peut être engagé. Parfait, merci pour ton éclairage. Avant qu'on conclue et qu'on s'arrête, peut-être on a l'occasion de prendre une ou deux questions, si certains d'entre vous veulent soit de façon directe ou dans le chat réagir ou poser une question, c'est le moment.
Il y en a peut-être une première en continuité de celle que tu posais, Guillaume, qui était souvent la question à laquelle on doit répondre, c'est combien ça coûte et combien ça rapporte. Alors, je sais que c'est difficile de répondre à ce genre de questions, mais quels sont les éléments qu'on peut donner qui peuvent poser un peu les jalons de ce type de questions? Je pense que le combien ça rapporte, je pense on a commencé par ça. Je pense nous d'expérience, de toute façon, ce sont des projets sur lesquels il faut aller chercher des points. Donc, et globalement, d'expérience, on est toujours à essayer d'aller sortir à peu près enfin, en moyenne, on est autour, hein, autour de 10 points, en fait, hein. Donc, on va chercher de la marge. Et donc, c'est autour de cette notion-là. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste évoquait le fait que actuellement, comme on est en train de se projeter plutôt sur des impacts négatifs du contexte US, l'idée, c'est aller trouver les conditions pour, à minima, absorber 50% du manque à gagner lié à cette augmentation des droits de douane que vous avez vu, hein, qui oscille entre 10, 20, 25, voire 50% sur certains. Donc ça, c'est combien on gagne, sachant que j'insiste beaucoup, il y a cette notion de gain rapide, c'est-à-dire que je pense que ces gains-là s'activent rapidement, mais il y a aussi cette notion de gain dans le temps, et où le corollaire de ces gains-là, il est irrémédiablement associé à la capacité à, dans les équipes, organiser ou réorganiser des processus de réflexion et de décision autour de cette péréquation du prix et de la marge. Et combien ça coûte? Alors, on a l'habitude de travailler quand même dans une logique de sur-mesure. Donc, si je reprends les étapes évoquées par Jean-Baptiste, on est quand même sur des projets qui, quand on veut travailler la modélisation économétrique avec ce travail amont de structuration à minima des données, on est quand même sur des projets de l'ordre d'une dizaine de semaines. Voilà. Mais on sera ravis de faire du sur-mesure pour évaluer au mieux le combien ça coûte. On est quand même entre une entreprise à 50 millions et une entreprise à quelques milliards, on n'est pas sur les mêmes logiques de masse de données et donc de temps de traitement. Donc, on ajuste au plus juste. Voilà. Parfait, merci. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour respecter l'engagement là de cette demi-heure et de faire de ces séquences des séquences courtes, impactantes, concrètes. Voilà, merci encore à tous, à tous les trois pour vos éclairages. Merci pour votre présence. On est bien sûr à votre disposition pour approfondir un certain nombre de points et de questions par rapport à vos actifs et par rapport aux réactions qu'auraient pu générer les échanges de ce matin. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la suite de cette série de webinaires avec donc à nouveau des éclairages qui seront plutôt orientés sur des expertises sectorielles ou sur des leviers de création de valeur. Merci à tous et très bonne journée. À bientôt.